Bah, c'est la volonté de l'action. Ce qui est motivant, c'est effectivement de se dire, d'avoir une action concrète. Aujourd'hui, sur la ligne Bordeaux-Lyon, en fait, 85 des voyageurs qui emprunteront la ligne sont des gens qui prenaient leur voiture avant pour faire le trajet. Et donc clairement, il y a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre qui est assez important. En fait, ça fait partie de notre ADN, c'est-à-dire que le modèle coopératif, je crois d'ailleurs que c'est l'un des principes de l'Alliance coopérative internationale, c'est de coopérer avec d'autres structures coopératives. Donc s'il y a d'autres structures coopératives qui souhaitent se monter pour développer le ferroviaire en France ou en Europe, nous on est très très preneurs pour partager notre savoir-faire, notre expérience. Une société en fait avec beaucoup d'interactions entre les gens, entre les structures économiques, des structures associatives, etc. Et pour moi, c'est ce qui va faire que la société de demain sera résiliente. Nicolas de Bézieux, bonjour. Merci Bonjour. d'accepter de répondre à nos questions. Vous êtes directeur général de Railcoop depuis 2019. C'est une coopérative sous forme de SCIC, donc de Société coopérative d'intérêt collectif. Railcoop, c'est une coopérative qui est fortement engagée dans la transition écologique et qui cherche à se positionner sur le chemin de fer français, à commencer par une ligne Bordeaux-Lyon qui ouvrirait pour 2024. Exactement. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu en quoi le projet que vous portez de rail coopératif est différent d'un projet standard de chemin de fer? Déjà de par sa structure, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire que c'est un projet avant tout citoyen sur lequel est impliqué également des collectivités locales. Donc c'est vraiment une réappropriation de la question ferroviaire par des citoyens et par des structures territoriales à un échelon local. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous différencie. Ce qui nous différencie aussi, et c'est là notre ADN, c'est que notre objectif, c'est pas de venir concurrencer l'opérateur historique, la SNCF. Notre objectif, c'est de pointer les trous dans la raquette, c'est-à-dire des services qui sont économiquement viables, qui ont une rentabilité économique, mais qui, pour diverses raisons, ne sont pas exploités par l'opérateur historique ou par d'autres acteurs privés qui pourraient rentrer sur le marché. Il y a notamment un désir de desserte rurale. Ça veut dire que vous allez en fait, au niveau des voies que vous allez utiliser, desservir des petites zones rurales, des petites villes. Nous, la priorité, c'est vraiment l'impact territorial. Donc notre première ligne Bordeaux-Lyon, schématiquement Bordeaux-Lyon, aujourd'hui, il n'y a plus de connexion directe entre Bordeaux et Lyon, mais si vous voulez le faire de façon plus rapide, vous faites un TGV qui passe par Paris. Schématiquement, vous faites Bordeaux, Paris, Lyon, ça vous met 5h30 et voilà, vous avez votre connexion entre les deux métropoles. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est d'être en capacité de desservir la Creuse, de desservir Montluçon, l'Allier, donc d'être vraiment sur cette desserte territoriale, en s'appuyant bien entendu sur les flux qui correspondent aux métropoles, qui servent les métropoles. On a à peu près 20% de notre potentiel de marché qui est sur de bout en bout entre Bordeaux et Lyon, mais 80% en fait, du potentiel de marché, c'est du cabotage qui va desservir justement ces territoires qui sont aujourd'hui quasiment pas desservis. D'accord. Et question de tarif, du coup, comment vous allez faire pour être viable? Vous parliez de ça tout à l'heure. On a fait une étude de marché sur laquelle on se positionnait sur un tarif équivalent à celui du covoiturage. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur un peu moins de 40 euros sur Bordeaux-Lyon. Alors après, on a un autre tarif, un tarif un peu plus élevé, un tarif standard. Mais voilà. Et globalement, en ayant ce positionnement tarifaire, on a identifié quel était le potentiel de voyageurs qui pourraient prendre le train, compte tenu effectivement du positionnement tarifaire et aussi du temps de parcours, parce qu'on est sur des lignes classiques, donc c'est beaucoup plus lent que le TGV. Le trajet Bordeaux-Lyon de bout en bout, c'est 8 heures, donc c'est beaucoup plus long que le trajet TGV. Et compte tenu de ces deux paramètres, on a vu quel était le potentiel de voyageurs qui pouvaient prendre le train. Et en fonction de ça, on s'est dit, est-ce que la ligne est économiquement viable ou pas? Et on est arrivé à la conclusion que oui, elle pouvait être économiquement viable. Et alors, très brièvement, est-ce que vous avez curiosité de voyageur en fait, d'accord? Est-ce que vous allez mettre des trains de nuit? Est-ce que vous allez circuler combien de trains par jour, etc. Alors, notre plan de transport optimal, c'est 2 allers-retours entre Bordeaux et Lyon, 2 allers-retours entre Limoges et Lyon, et un aller simple tôt le matin entre Montluçon et Lyon. Ça, c'est ce qu'on Chaque jour, du coup. vise. Tous les jours, ouais. Tous les jours, 7 jours sur 7, alors sauf le week-end où il y a des petites variations. Quelques mots sur vous. Vous êtes diplômé de l'école des mines. Vous avez travaillé pour les ministères français plus de 10 ans. Vous êtes expert en questions climatiques. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans un projet comme Railcoop?
Et qu'est-ce qui vous motive, en fait, vous et votre groupe? Bah, c'est la volonté de l'action. Ce qui est motivant, c'est effectivement de se dire, d'avoir une action concrète. Aujourd'hui, sur la ligne Bordeaux-Lyon, en fait, 85 des voyageurs, qui emprunteront la ligne sont des gens qui prenaient leur voiture avant pour faire le trajet. Et donc clairement, il y a un impact, sur les émissions de gaz à effet de serre qui est assez important. Même si le train, sera un train diesel, en fait, intrinsèquement, comme le ferroviaire est plus efficace du point de vue, énergétique, en fait, ça induira une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi RICOP? C'est pour mettre en place des actions concrètes en faveur de la transition écologique. Et donc, parce que alors vous personnellement, je veux dire, on peut imaginer, on va dire, si on se positionne différemment que d'un point de vue carriériste, hein, par exemple, que vous auriez pu faire une carrière un peu plus prestigieuse, on va dire, utiliser ce mot-là. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, là, chez RICOP, plutôt que d'aller continuer votre carrière dans les ministères? Bah, la volonté de l'action, c'est-à-dire que moi, quand j'étais, j'ai beaucoup aimé, hein, ma carrière, dans la fonction publique. Simplement, à un moment donné, quand on traite des questions climatiques et que la réponse est de se dire, bah, on en reparlera dans 15 ans, dans 20 ans, qu'il y a une succession de COP qui finalement n'aboutissent pas à grand-chose, si ce n'est chaque année à se dire, on vous promet qu'on fera mieux l'année prochaine. Il y a un côté assez déceptif. Et moi, à titre personnel, je suis convaincu que la transition écologique c'est une immense opportunité en fait pour nos sociétés. Et qu'il faut l'aborder le plus rapidement possible et maintenant par des actions concrètes. Revenons alors au projet. On suppose que ce genre de projet, même pour quelqu'un qui s'y connaît pas, ça demande des gros investissements, plusieurs millions d'euros. Enfin, déjà, combien ça coûte en fait de privatiser, on va dire, un train comme ça, de pouvoir mettre en place ce type de service? Alors, ça dépend du service, mais pour le service Bordeaux-Lyon, nous, l'enveloppe initiale était de 42 millions d'euros. Voilà. Depuis le début de RICOP, on a réussi à lever 8,5 millions d'euros. Ouais. Donc, ce qui est déjà pas mal, hein, mais qui est clairement pas suffisant pour déclencher la rénovation du matériel et puis pour absorber effectivement et pour convaincre les banques en fait surtout de nous suivre. Et vous allez aussi embaucher des gens en plus? Exactement. Là sur le démarrage du Bordeaux-Lyon, alors si on a un démarrage progressif, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Globalement, il faut 2 conducteurs et 2 contrôleurs, hein. Mais effectivement, si on est sur le schéma de développement complet qu'on avait envisagé initialement, c'est-à-dire sur les 2 allers-retours plus des présences en gare, notamment, on est sur environ une centaine de personnes. On comprend que donc du coup, niveau financier, parce que vous me dites faut 40 millions, on en a récupéré 8 depuis en gros qu'on existe, que c'est pas évident. Les pouvoirs publics ont l'air assez absents. Il y a 36 collectivités malgré tout qui vous aident, mais en dehors de ces 36 collectivités, d'après ce que j'ai compris, il y a pas grand-chose. Vous êtes confronté à quoi? À qui ou à quoi vous vous confrontez en fait? Alors, beaucoup à l'indifférence. En fait, indifférence de l'État notamment, hein. Faut voir que l'ouverture du marché ferroviaire qui a été décidée il y a 4 ans maintenant, en fait, quand l'État a décidé cette ouverture du marché, alors c'était décidé en 2018 par la loi d'orientation sur les mobilités, puis c'est opérationnel depuis janvier 2020. Ça n'a pas été pensé pour développer le ferroviaire. Ça a été pensé pour mettre en concurrence la SNCF sur son marché existant. Donc en fait, il y a des tas de mécanismes qui ne sont pas prévus, et je pourrais vous en lister plein, pour permettre l'accès au marché. Je vais juste prendre un exemple, c'est-à-dire que aujourd'hui, SNCF Réseau, qui gère le réseau, est organisé pour que le ferroviaire soit centré sur Paris. La structuration est telle. Ce qui fait que nous, qui faisons une transversale entre Bordeaux et Lyon, qui pourtant, nous sommes, quand on regarde une carte française, assez évidente, en fait, on est confronté à 4 structures différentes de SNCF Réseau. C'est-à-dire il y a 4 ce qu'on appelle établissements d'infracirculation, avec qui on échange. Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses. Et quand on indique ça à l'État, quand on indique ça à SNCF Réseau, alors SNCF Réseau bouge un petit peu, mais aujourd'hui, l'État, clairement, s'en fout complètement. Lui, sa priorité, c'est effectivement de développer les axes Paris-Province, ou à la limite les TGV entre métropoles. Donc il y a effectivement ce premier obstacle. Et dans ce cadre-là, la difficulté qu'on a aussi, c'est d'aller trouver les financements. Parce que jusqu'à présent, on était parti sur un financement intégré, mais quand vous allez voir une banque et que vous lui demandez 40 millions d'euros, et que vous lui dites oui, mais alors, vous savez, il y a des barrières à l'entrée,
et on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont être levées. Deux, on peut avoir des sillons, des droits de circuler, mais ces sillons sont valables qu'un an, et tous les ans, il faut les renouveler, donc on ne sait pas trop quand est-ce que, enfin, on ne sait pas où on va, quoi, globalement, en termes d'accès à l'infrastructure. SNCF, aujourd'hui, refuse de commercialiser d'autres billets que ceux de la SNCF, donc ce qui veut dire qu'on n'est pas sûr d'avoir accès au marché. C'est vrai que pour l'instant, les banques qu'on a rencontrées, elles n'ont pas sauté de joie, quoi. Après le Bordeaux-Lyon, si ça fonctionne, vous allez probablement ouvrir d'autres voies. Ça veut dire que vous avez une expérience pour dépasser ces obstacles. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour dépasser ces difficultés pour l'instant? Alors, nous, la première des choses qu'on a souhaité faire, parce qu'on a anticipé quand même un certain nombre de choses, on a démarré une activité fret. L'objet de cette activité fret, c'était de démontrer notre capacité technique à opérer sur le réseau. Ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, on a quand même démontré qu'on était en capacité de faire, d'accéder au réseau, de faire circuler des trains, de les faire circuler de façon sûre. On a une audit de l'établissement public de sécurité ferroviaire qui a effectivement confirmé qu'on avait un système de gestion de la sécurité qui fonctionnait bien. Et donc, la première des choses, c'était que RICOP ne reste pas un projet sur le papier, mais soit un projet réel. Et on l'a fait grâce à l'activité fret. L'activité fret n'a pas fonctionné commercialement, mais en tout cas, elle nous a permis de démontrer qu'on était en capacité de produire des trains. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça a quand même rassuré. Ça a rassuré notamment certains partenaires, et notamment un fonds d'investissement avec qui on est en discussion, qui a dit « Ok, moi je suis prêt à tenter l'aventure sur le voyageur, sur le Bordeaux-Lyon ». Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a besoin de continuer à avancer. C'est pour pouvoir boucler ce tournoi financier. Et en même temps, ça nous a permis, cette expérience sur le fret, ça nous a permis d'avoir un retour d'expérience sur les zones de risque. C'est-à-dire qu'on voit bien que le ferroviaire étant une industrie de coûts fixes, à partir du moment où on n'est pas au point mort, on brûle la trésorerie très rapidement. Et donc, ça nous a permis aussi de changer un peu notre fusil d'épaule et d'envisager des schémas de structuration du financement un peu différents qui nous permettent de sortir le risque. C'est ce qu'on est en train ce qu'on a proposé en fait à nos sociétaires. Et ce schéma-là, s'il fonctionne, c'est quelque chose qui nous permettra pour le coup de monter en puissance, puisqu'on aura trouvé le modèle en fait quelque part, qui nous permettra de dupliquer l'expérience sur d'autres lignes. Alors justement, l'un de vos besoins pour démarrer cette ligne, c'est un apport financier important. Vous avez reçu une lettre d'intention d'un fonds d'investissement qui est prêt à apporter pas loin du quart de vos besoins. Puisque vous avez dit que vous avez besoin de 40 millions, c'est à peu près 10 millions, quoi. Et vous allez lancer un appel à participation citoyenne. Ce fonds d'investissement a des expertises, dites-vous, dans les projets d'infrastructure écologique. Est-ce qu'on peut en avoir plus d'informations? C'est quoi ce fonds d'investissement? Quels sont les critères aussi que vous avez choisi de prendre en compte pour le sélectionner? Déjà, on a discuté avec eux parce que c'est pas un fonds d'investissement spéculatif. C'est-à-dire que c'est un fonds, en fait, pour être plus précis, c'est un gestionnaire de fonds. Donc, c'est-à-dire que c'est un fonds qui gère des fonds d'autres, et en l'occurrence, il gère des fonds d'État. Donc, du coup, c'est pas du blanchiment d'argent ou quoi. C'est pas un fonds à haut risque en tout cas. C'est pas un fonds spéculatif, c'est vraiment un fonds qui cherche à faire des investissements de long terme en Europe. Et donc voilà, c'est aussi un fonds qui, dans sa doctrine d'investissement, est conforme à nos valeurs. C'est-à-dire qu'ils vont pas investir dans des puits de pétrole, ils vont investir effectivement dans des infrastructures d'accès à l'eau, dans l'énergie renouvelable, dans la santé, dans les transports collectifs. Donc ils vont investir dans ce que nous on considère conforme aux objectifs de développement durable. Des craintes que ça peut soulever, notamment pour les sociétaires qui ont déjà mis un peu d'argent et qui ont voulu vous aider, ce sont des questions sur votre indépendance, sur la structuration. Cet investissement, ça va vous obliger à revoir votre fonctionnement avec la création de 2 nouvelles structures, donc la ROSCO et l'OPCO. Brièvement, c'est quoi? Alors, c'est des structures de portage des investissements et du risque. C'est RICOP qui produit le train. En revanche, RICOP ne porte pas deux choses. Elle ne porte pas l'investissement sur le matériel roulant, ce qui représente la majeure partie de l'investissement. C'est-à-dire c'est une structure dédiée qui va financer le matériel roulant, en fait, qui va financer la rénovation du matériel roulant, et qui va ensuite le louer à RICOP. Il y a une deuxième structure qui est là justement pour renforcer la solidité du modèle, qui est ce qu'on a appelé l'OPCO, pour Operational Company en anglais, donc là, une société d'exploitation en français, qui, elle, porte le risque commercial. Donc, schématiquement, la société d'exploitation, c'est un compte en banque. Donc, elle va collecter les recettes des voyageurs et payer RICOP pour la prestation d'entreprise ferroviaire.
Et d'un point de vue décisionnaire, alors, qui va décider du coup de ce qui se fait? Est-ce que c'est toujours Railcoop qui décide ou est-ce que les deux Alors, structures? la structure est créée pour la ligne Bordeaux-Lyon, Mhm. c'est-à-dire c'est vraiment pour faire le service Bordeaux-Lyon. D'accord. Donc tout ce qui est questions sociales, organisation de production, etc., c'est Railcoop qui décide. Là où effectivement il y a des marges de manœuvre qui sont laissées, c'est notamment sur la question tarifaire. Aujourd'hui, ce qui est convenu, c'est que le schéma qui va être mis en place, c'est la grille tarifaire qui a servi à l'étude de marché. Mhm. Donc c'est effectivement ce que Railcoop envisage pour accéder au marché. Mais bien entendu, comme la structure porte le risque commercial, la compagnie opérationnelle porte le risque commercial, il faut qu'on ait des marges de manœuvre, donc il faut qu'on soit dans un dialogue avec eux. Et en fait, tout l'enjeu aujourd'hui de la discussion, c'est de savoir où on place le curseur en termes de marge de manœuvre. Pour Oui. reprendre un peu une analogie, parce que je pense que ça a bien compris, c'est quand vous avez des magasins Biocoop, par exemple. Les magasins Biocoop, ils sont indépendants. Ouais. Ils ont leur indépendance. Par contre, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi parce qu'ils sont sous l'enseigne Biocoop. Mhm. Là, c'est un peu le schéma, c'est-à-dire savoir où on place le curseur entre l'indépendance commerciale de cette structure et en même temps le fait de se dire non, mais il faut qu'on soit conforme à un certain nombre de principes, de valeurs qui sont véhiculées par la marque Railcoop. Donc il continue d'être délimité par les sociétaires et par l'ensemble des votants du coup, de Railcoop. Oui, par la coopérative, exactement. Du coup, vous avez besoin de pas mal d'argent. Vous avez fait une levée de fonds pour regrouper 500 000 euros avant votre démarrage. Il vous manque pour le fonctionnement de Railcoop environ 150 000 euros à cette date. Votre levée de fonds, elle se termine fin septembre, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'elle elle va éventuellement être prolongée ou pas? Ou est-ce que vraiment ça se termine fin septembre? Non, ce ne sera pas prolongé. Bon, après, le sociétariat est ouvert en permanence. D'accord. Là, en fait, pour être clair, tout le monde peut devenir sociétaire n'importe quand de Railcoop, mais on s'était fixé des jalons dans la progression du projet. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a besoin d'atteindre cet objectif parce que c'est ce qui va nous permettre effectivement d'assurer une visibilité sur la trésorerie de l'entreprise et donc aborder les négociations beaucoup plus sereinement. D'accord. Quels sont les futurs possibles de Railcoop alors? En imaginant que la levée de fonds fonctionne, que tout marche du coup. Ouais, et ben si tout fonctionne, l'un des futurs, ce serait déjà de démarrer cette ligne, de démarrer d'autres lignes, je pense. Et puis, on va aussi initier, d'ici la fin de l'année avec les sociétaires, une réflexion justement sur la question stratégique. Parce que, pour plusieurs raisons. La première, jusqu'à présent, nous, Railcoop, on s'est interdit d'aller sur les délégations de services publics. Parce qu'on ne veut pas être en concurrence avec les délégations de services publics existantes. C'est une question qu'on peut se poser, notamment à l'heure où certaines régions envisagent la création de nouveaux services. Et il y a les services TER qui existent, mais il y a aussi la volonté des régions d'aller sur de nouvelles lignes, de réouvrir des lignes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel nous, Railcoop, on se positionne ou pas? Ce sera aux sociétaires d'en discuter. Ce schéma aussi qu'on envisage avec la sortie du risque sur une structure dédiée pour le Bordeaux-Lyon, est-ce qu'on peut la dupliquer sur des petites lignes hors délégation de service public? Puis après, il y a bien entendu la question aussi, tout à l'heure on parlait des trains de nuit. Moi, je suis convaincu, et quand je dis moi, c'est pas que moi, d'ailleurs, il y a un certain nombre de sociétaires qui ont réfléchi à cette question, qu'il y a un potentiel énorme sur les trains de nuit en France. Mais voilà, il y a des lignes transversales, il y a des trains de nuit qui ont existé il y a 20 ans, qui aujourd'hui n'existent plus, et sur lesquels on peut effectivement, légitimement, se réinterroger sur leur potentiel de marché. Nous, on n'est pas là pour prendre des parts de marché à la SNCF. On est vraiment là pour essayer de développer le ferroviaire sur tous les territoires. J'ai une petite question qui est un petit peu plus large. Vous avez quand même un petit peu d'expérience maintenant dans ce combat que vous menez pour essayer de remettre le train sur un niveau coopératif et pour favoriser l'écologie. Est-ce que, de par votre expérience, vous seriez éventuellement en mesure d'aider une autre coopérative dans une autre région? Ah oui, bien sûr, mais on a déjà été sollicité. Il y a déjà on a été interpellé, on a été questionné, et l'objet de Railcoop, c'est pas de créer un monopole ferroviaire. Non, pas du tout, au contraire. Et on peut envisager, pour vous dire, il y avait différents schémas qui ont été envisagés. On a été sollicité aussi, on a été questionné pour qu'il y ait une structure qui se monte et que la structure puisse opérer sous couvert de notre certificat de sécurité. C'est nous qui nous assurons que l'organisation est fiable, etc. Donc oui, bien sûr, le transfert de compétences, qu'il y ait d'autres coopératives qui se montent. Ça fait partie de vos ambitions? Alors, je pense que
Bah, disons qu'en fait, ça fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que le modèle coopératif, et je crois d'ailleurs que c'est l'un des principes de l'Alliance coopérative internationale, c'est de coopérer avec d'autres structures coopératives. Donc s'il y a d'autres structures coopératives qui souhaitent se monter pour développer le ferroviaire en France ou en Europe, nous, on est très, très preneurs pour partager notre savoir-faire, notre expérience. Aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit que nous, ça fait 4 ans qu'on est rentré sur le marché. On était l'une des premières entreprises françaises, si ce n'est pas la première, à avoir sa licence voyageur pour opérer des services en service libre. Je pense qu'on a fait bouger pas mal de choses pour que le marché s'ouvre. Et donc, ben voilà, tout ce qu'on a pu faire bouger, si ça peut servir à d'autres, ben, tant mieux en fait. Vous faites partie des licornes. C'est une alliance de coopératives qui regroupe différentes coopératives dans des secteurs assez tendus, l'énergie, les télécommunications, vous pour le rail. Il y a même, j'ai découvert ça, une société coopérative de fret maritime à voile. Wincop, ouais. Wincop, tout à fait. Quelle est votre vision de l'avenir à vous, Railcoop? Pas la vision de l'entreprise, de ce que ça va devenir dans les années qui viennent, mais votre vision, on va dire, du futur à longue échéance, on va dire. Alors, je pense que les modèles développés par les licornes, ce qui nous réunit tous, c'est une réappropriation citoyenne d'un certain nombre de grands enjeux. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, la société de demain ne peut pas être dans cette verticalité. Il y a eu un modèle voilà, d'État-providence dans l'après-guerre qui était un peu, qui organisait tout pour le bien-être de tout le monde. Je pense que cette société-là, elle est finie. Elle est finie déjà depuis un certain temps parce qu'elle a été pas mal mise à mal par le libéralisme. Et que la façon de reconstruire, en fait, le vivre ensemble, de faire société, passe par des structures, effectivement, des structures coopératives sur des grands services publics, au sens des services pour le public, pas forcément organisés par le public, mais pour le public. Et donc voilà, moi la vision que je peux avoir de la société de demain, c'est une société comme ça, c'est-à-dire c'est une société avec beaucoup d'interactions, beaucoup de liens entre les gens, à travers des corps intermédiaires. Il y a un besoin de démocratie, il y a un besoin des institutions politiques, hein, je ne remets pas du tout ça en cause, hein. Je ne suis pas en train de promouvoir l'anarchie, mais peut-être plus pour... Il y a un livre que j'ai lu récemment et je trouve qu'il donne une bonne vision de ce que pourrait être la société de demain, c'est Le Voyage en Bizarchie, dont j'ai oublié l'auteur, qui est effectivement une description d'une société, en fait, avec beaucoup d'interactions entre les gens, entre les structures économiques, des structures associatives, etc. Et pour moi, c'est ce qui va faire que la société de demain sera résiliente. Nicolas de Bézieux, merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Merci à vous. Peut-être rappeler, est-ce que vous avez l'URL du site pour l'appellation? Alors oui, bah c'est sur, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est sur railcoop.fr. Vous allez dans la rubrique souscrire, et donc vous pouvez devenir comme ça sociétaire de Railcoop, D'accord. Sociétaire et participer à cette belle aventure. Très bien. Merci encore. Je rappelle aux auditeurs qu'il faudrait qu'ils s'abonnent, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils peuvent mettre un pouce, activer la cloche s'ils veulent être alertés par rapport aux nouvelles vidéos. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.